Bienvenue dans ce cours sur la data analyse et ce chapitre qui va être consacré à la première partie la plus importante dans une data analyse, celui de récupérer les données. Comment collecter les données, comment accéder à des sources d'informations pour récupérer des données dans un projet que l'on a bâti autour du logiciel RStudio. Vous le savez, le travail du data analyst, c'est avant tout de pouvoir accéder à des données qui ont été fabriquées par de nombreuses sources d'informations, qui sont stockées dans de nombreuses sources d'informations pour pouvoir les agencer, pour pouvoir les construire, afin de faire ces modèles de données qui vont lui permettre d'avancer dans sa recherche et dans son étude. En fait, nous allons voir ensemble aujourd'hui les principales sources de données et nous allons nous attacher dans ce chapitre en particulier nous allons nous attacher dans ce chapitre en particulier à l'accès aux fichiers de données. Vous le savez, dans RStudio, nous avons ici la console du script, c'est-à-dire le Markdown, le RMD, qui nous permet de rassembler nos scripts. Je vais m'en servir comme fil conducteur pendant ce cours. Nous avons ici la console, juste en dessous, qui permet d'exécuter le script. Nous avons ici les fichiers. Là, j'ai donné un ensemble de fichiers d'une étude que j'avais fait sur une controverse sur Internet. Donc, vous voyez, il y a des fichiers Excel, il y a des fichiers Google Spreadsheet, il y a des fichiers CSV, il y a même une base de données. Ce sera l'objet de notre chapitre suivant, le chapitre sur la connexion et l'accès aux bases de données. Ce chapitre étant consacré principalement à l'accès aux fichiers. Donc, on va tout de suite commencer. Dans notre paragraphe Importer les fichiers, on va se consacrer aux différents fichiers disponibles de data pour pouvoir constituer sa base de données. Bon, le premier package qu'on va aborder, c'est le package le plus connu, c'est le package Reader qui permet de lire n'importe quel fichier de données et de pouvoir l'analyser. Donc il est ici, le package, il faut s'assurer évidemment qu'il est bien ici. On coche ici où on exécute librairie Reader, là à gauche, comme ça charge, le package est chargé. Et nous voyons ici la fonction au complet. Évidemment, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on voit ici qu'il faut lui spécifier l'endroit du fichier. Il faut demander si en fait la première ligne est une ligne de variable, de quoi est fait le séparateur. La plupart du temps, c'est un séparateur à virgule. Est-ce qu'il faut supprimer les blancs avant et après? Parfois, les données arrivent un peu mal construites et il y a des blancs un peu avant et après. Il y a même des doubles blancs dans les textes, voire des multiples blancs, et ça, cette fonction permet de supprimer les blancs. Est-ce que les décimales sont constituées de points ou de virgules? Donc est-ce que je dois reconnaître ici les nombres avec des points ou des virgules? Vous savez que les Américains utilisent le point et nous utilisons la virgule, donc ça pose un problème quand on a des sources internationales, des sources hétérogènes venant de plusieurs pays différents. Il va falloir regarder avant dans son fichier comment sont constituées les virgules et les points. On peut aussi nommer les colonnes. Si les colonnes ne sont pas nommées et qu'on connaît bien sa structure de données, on peut inventer les colonnes. Qu'est-ce qu'on doit mettre quand il y a un NA, quand un champ est constitué d'un NA? Je vous rappelle qu'il y a une très forte différence entre le vide, le 0 et le NA, qui veut dire non applicable. Qu'est-ce que je remplace dans NA? Est-ce que je laisse NA ou est-ce que je mets autre chose? Et enfin, les champs, les variables qualitatives, les variables qualitatives doivent-elles devenir des facteurs, c'est-à-dire des variables structurées fermées? Est-ce qu'on doit fermer les variables qualitatives pour en faire des facteurs? Par défaut, c'est un faux, parce qu'on pourra toujours le faire a posteriori. Donc vous inquiétez pas sur cette formule, en fait, elle est très très simple, on va la mettre en application tout de suite. Alors on va dire mon fichier, mon CSV, à titre d'exercice. On va copier ici, on va aller repérer où est. Alors je suis dans Data Exercice, si mes souvenirs sont bons, en fait je suis dans mon projet Smart City. Donc il faut bien ne pas se tromper. Le mieux est d'établir son working directory là où il y a ces fichiers. Vous voyez là, je viens d'établir mon working directory exactement dans le répertoire où j'ai mes fichiers. Donc je refais la manœuvre, j'ai peut-être été un peu rapidement, je clique ici et je dis que ce répertoire-là, c'est mon working directory, ce qui va me permettre d'accéder
juste avec le nom au fichier CSV. Ici, en l'occurrence, il s'appelle Branco underscore YouTube channel.csv. Voilà. Et en fait, dans 95% des cas, on n'a pas à faire plus que ça. On exécute et on se retrouve ici avec une base de données. Vous la voyez, elle a apparu, mon CSV. Si je clique dessus, je me retrouve avec le CSV qui a été entièrement absorbé. Bien sûr, parfois, il faut faire des essais-erreurs. Là, on voit par exemple qu'en effet, les virgules sont en format de points. Et sur RStudio, par définition, il est en format de points. Enfin, notamment moi, parce que j'ai un RStudio en anglais, donc je ne sais pas si l'RStudio en français, lui, est en virgule. C'est des questions. On reconnaît ici les variables qualitatives, quantitatives, les textes. Voilà. Donc ça, c'était assez rapide. Bien sûr, si vous manipulez cette base de données, ce qui est normalement l'objectif d'un data analyst, à la fin, vous aurez sûrement à écrire les résultats. Votre data frame, votre base de données, mon CSV, aura été fortement modifiée par votre programme. Donc, on va ici écrire tout à la fin de mon projet ou à titre de sauvegarde momentanée le nouveau fichier. Donc, je ne reviens pas sur toutes les variations parce qu'elles sont expliquées dans l'aide. Hein, donc, on ne va pas faire des exercices pour rien, mais je vais vous montrer un exemple de CSV, .csv. Et pour cela, il faut lui dire qu'est-ce que je vais envoyer vers ce fichier. Donc, je pense un peu à l'envers. On va dire mon CSV, qui est mon data frame, que je suppose avoir été fortement travaillé et que je veux exporter en fait dans un nouveau fichier CSV pour l'envoyer à un collègue ou tout simplement pour garder une sauvegarde en dur. Si je fais ça, qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois ici apparaître mon exemple CSV. Voilà mon fichier qui a été sauvegardé et vous voyez, il est exactement quasiment la même chose que Branco ici. Il y a quelques kilooctets que j'ai perdus. 0,3 kilooctets que j'ai perdu. Bon, c'est des questions de format. Donc vous voyez, premier exercice, hein, je lis mon CSV, je travaille sur mon CSV et je l'exporte en un autre CSV et qui me permet d'historiciser ou d'envoyer des résultats assez simples. Bon, c'est quand même relativement simple. Maintenant, on va imaginer qu'on m'a envoyé un Excel et qu'on m'a demandé de travailler sur cet Excel. Parce que, notamment, je peux vouloir faire des va-et-vient entre mon Excel et mon RStudio. Bon, c'est en général assez rare, mais bon, dans beaucoup d'entreprises, on travaille encore beaucoup avec des Excel et on peut avoir peur d'économiser des manipulations. Donc là, on va utiliser OpenXLSX, OpenXLSX, qui est justement la librairie qui permet de manipuler des Excel. En l'occurrence ici, j'ai un Excel ici, donc là, il n'y a pas besoin de pouvoir lire un fichier Excel. Il peut arriver que dans votre entreprise, vous ayez besoin de travailler sur un fichier Excel et sans pouvoir avoir le temps de récupérer le CSV, etc., etc. Bon, les cas de figure sont multiples. Il faut savoir pouvoir travailler avec un fichier Excel qui est quand même le fichier de données le plus couramment distribué dans les petites et moyennes entreprises. Donc c'est important pour un data analyst de pouvoir travailler avec différents fichiers Excel qui sont dans un répertoire. Typiquement, si les membres de votre entreprise travaillent sur un serveur de données dans lequel ils déposent leurs fichiers Excel qui sont actualisés tous les jours, vous n'aurez pas le temps de les ouvrir tous, de les demander, d'aller les analyser, etc., les uns après les autres et de produire des CSV. Donc vous pourriez avoir besoin d'accéder à un répertoire de données et de lire automatiquement une série de fichiers Excel produits par différents services et différentes personnes dans ce service. Ça, c'est le cas de figure le plus courant. L'accès à un serveur de données où sont stockés la plupart des fichiers Excel utilisés par votre service. Donc on va voir là-dessus l'accès au nom des différentes sheets qu'il y a à l'intérieur d'un fichier Excel. Donc il faut connaître l'adresse du fichier Excel. Et une fois qu'on a l'adresse du fichier Excel, on voit ici un sheet. Je vais nettoyer pour rendre les choses un peu plus propres. Voilà. Je vais taper entrée. Et si je tape mes sheets, évidemment, je trouve deux noms de sheets, hein, qui sont des noms étranges.
Je vais pouvoir dans un deuxième temps, une fois que j'ai récupéré les sheets, il faut penser évidemment à penser en programmation, récupérer le premier des sheets que j'ai récupéré dans mon fichier. On va copier. Je pense que si je copie ici, que je travaille directement sur le terminal, il sera actualisé. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Mon exo, voilà. Et je me retrouve avec 293 observations. C'est bien mon premier sheet. Une des méthodes alternatives est évidemment ici d'ouvrir d'abord le fichier en entier et de sélectionner par la suite euh, le sheet. La différence qu'ici, on lit directement le fichier pour faire un data frame, alors qu'ici, on passe par la fonction du workbook. Bon, c'est à peu près la même chose. À ce stade, c'est la même chose. Et vous voyez bien, on est bien avec 293 observations ici. Et puis, on est bien ici. Et c'est bien exactement les mêmes observations. 10 variables, 293, c'est exactement la même fonction. Enfin, on peut avoir besoin d'écrire la base donnée, exactement comme tout à l'heure. On peut avoir besoin d'écrire la base donnée dans un fichier. On pourrait imaginer ici un fichier Excel qui s'appelle exercice, dans lequel je crée un sheet name, dans lequel je rajoute la base donnée avec laquelle j'ai travaillé. On est à la fin de mon projet ou à une étape momentanée. Et ici, cette option est très importante si le fichier existe déjà. Alors, il faut rajouter au sheet au lieu d'écraser les différentes informations. Si je ne mets pas append égale true, il ira dans le sheet qui s'appelle newtot exercice et il écrasera le newtot exercice. Et si newtot exercice n'existe pas, il créera newtot exercice. On va faire le test ici. Et si je vais voir dans mes fichiers, je découvre normalement qu'il y a un nouveau Excel quelque part. Il est là, ici. Et cet Excel, à l'intérieur, je peux découvrir qu'il y a un newtot exercice. On va aller regarder tout de suite le fichier. Si il y a un Excel, ici, l'exercice. Donc, si j'ouvre exercice, je trouverai normalement un newtot avec toutes les données. Et il y en a 293. Voilà. Donc, on est bon. On a créé ex nihilo un fichier Excel. Alors, je rappelle que si ce fichier existe déjà, il remplacera le newtot, et si ce newtot existe déjà, il faudra lui dire qu'on veut ajouter après la dernière ligne et non pas écraser ce sheet. Bon, j'espère que dans l'ensemble c'est clair. Après, on va quand même regarder une version beaucoup plus avancée de manipulation de fichiers Excel. On va charger en mémoire la totalité du fichier Excel et non pas uniquement un data frame. Donc je vais un peu nettoyer ma fenêtre. Vous voyez ici, je charge le fichier Excel. Oh, pardon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai changé mon working directory. Donc on y va. Et vous voyez, ce n'est pas un data frame, c'est un objet de données complexe qui respecte la nomenclature des fichiers Excel. Et donc ici, pour avoir les sheets, il faut obtenir les sheets comme tout à l'heure. Mais bon, on l'a fait tout à l'heure, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Donc, regardez ce qu'on va faire. On va renommer le sheet qui existe déjà, ce qui faisait partie de l'exercice. Voilà, il est renommé. Et du coup, il n'existe plus tel quel. Et on va créer un nouveau sheet. Et voilà, on a créé un nouveau sheet. Et donc là, les deux manipulations ont été faites, mais elles n'ont pas été faites dans le fichier. Elles ont été faites dans l'objet en mémoire à l'intérieur du RStudio. Ça, c'est important à le comprendre. Aujourd'hui, le fichier n'a toujours pas été modifié. Toutes ces modifications se font dans la mémoire de RStudio, dans cet objet de mémoire. Donc, on n'en est pas encore là. On pourrait imaginer qu'on puisse copier un sheet vers un autre sheet. Donc ici, je me suis un peu perdu, mais on avait créé ce sheet-là tout à l'heure. Voilà, ça devrait marcher normalement. Voilà, voilà, donc c'est la destination d'abord et la source ensuite.
ce qui est assez rare, mais bon, on s'adapte. Et ensuite, quand on a fini, eh ben, on va tout sauvegarder à l'intérieur d'un fichier, le fichier d'origine. On va lui dire, tu sauvegardes tout, et si tu trouves quelque chose, tu l'écrases. Et il semblerait que dans la copie, encore plus test, il y a un petit conflit. Mais bon, ça nous prendrait trop de temps de se poser la question là aujourd'hui, j'y réfléchirai un peu plus tard. Mais bon, la fonction marche puisqu'elle est encore, je l'ai réussi dans mon workbook, mais au moment de la sauvegarde, évidemment, il y a un souci. Donc, bon, bah, si vous avez vu plus vite que moi l'erreur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je modifierai la vidéo en question. Donc, une fois que j'ai mes différents sheets, je peux travailler directement dans un sheet. Hein, je peux éliminer des lignes, éliminer des cellules. Donc ici, on va par exemple regarder ici. Donc ensuite, on peut supprimer un ensemble de cellules et de colonnes. Alors faites bien attention de mettre grid expand true pour qu'il puisse vraiment très rapidement réagencer les lignes et colonnes, sinon ça ne marchera pas, il ne va pas savoir comment remplir le trou qu'il vient de faire. Donc là, on lui dit dans mon workbook, je voudrais supprimer de la colonne 1 à 20 à la ligne 1 à 20. Hop, c'est supprimé. Pardon. Si je fais un sauvegarde de mon workbook, ok, il y a toujours cette histoire de... Voilà. Il a bien supprimé 20 lignes et 20 colonnes. Donc il a sélectionné un ensemble de colonnes qui était très large et dans cet ensemble de colonnes, il a supprimé 20 lignes. Donc c'est ce qu'on lui avait demandé juste ici, là, de 1 à 20. D'ailleurs ici j'ai fait une erreur. Voilà. À l'inverse, on peut écrire des lignes. Il suffit juste de préciser l'ensemble des éléments qu'on veut remplir ici et par où on va commencer. Donc vous voyez, on peut agir à l'intérieur d'une table qui existe déjà. On avait vu tout à l'heure qu'on pouvait aussi le faire par append. Il y a plusieurs façons de rajouter des données dans une table qui existe déjà. À la fin, n'oubliez surtout pas de sauver votre workbook parce que votre workbook, pour l'instant, il est dans votre mémoire. Et à titre de précaution, peut-être il vaut mieux même versionner vos fichiers en mettant par exemple la date. Et vous avez comme ça un workbook qui est créé à ce moment-là. Et vous pouvez vérifier avant d'écraser l'autre que vous avez bien fait un travail. Moi, c'est vraiment la précaution que je prendrais si je travaillais avec des fichiers Excel. Je vous avoue que je travaille très très rarement avec des fichiers Excel. Hein. Je suis vraiment passé à Google Spreadsheet. Et le fichier Excel, c'est plus trop mon truc. Donc on parlera tout à l'heure de la connexion à Google Spreadsheet. Comment travailler sur des fichiers locaux, hein, des petits fichiers, ça c'est le cas des petites enquêtes ou des enquêtes en sciences sociales les plus courantes. On a le fichier sur le disque dur, on travaille dessus, il a différents formats, c'est assez classique. Je voudrais rappeler ici très vite que les fichiers Stata, SAS, SPSS, qui sont des fichiers un peu plus avancés, de logiciels de statistiques beaucoup plus avancés, sont aussi traitables sur RStudio grâce au package Even, hein, qui est capable vraiment de lire la totalité de ces fichiers et de les manipuler. Donc si par hasard un collègue travaille sur un logiciel un peu plus puissant, type MathMeca, SPSS, etc., vous pouvez très très bien récupérer ces données et l'ensemble des paramètres qu'il y a dans ce fichier avec le fichier Even. Maintenant, on va voir quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour nous, hein, qui est vraiment la révolution du data analyst, c'est de récupérer des fichiers accessibles sur le web, des fichiers ouverts ou fermés par clé API, mais en tous les cas, vraiment de l'open data. Hein. Quand on dit open data, ça ne veut pas dire non plus l'auberge complètement ouverte. Hein. Il faut parfois être autorisé, avoir des clés, des mots de passe, etc., etc.
mais n'empêche qu'aujourd'hui, le monde de la data en ligne est devenu immense et que l'activité première d'un data analyst, c'est évidemment de trouver des sources de données externes et de pouvoir les récupérer dans son projet et voire de les récupérer en live. On pense évidemment aux data qui sont mis en place sur GitHub, des data qui sont mis dans les portails open data publics, etc. Donc, vous le savez, les deux fichiers qui sont devenus des vrais standards, c'était traditionnellement le XML qui est de plus en plus remplacé en open data web par le fichier JSON. Ce sont des fichiers qui ont la particularité d'avoir des tables emboîtées, donc ce sont des fichiers qui sont en général très complexes à comprendre et à manipuler. C'est pas aussi simple qu'une simple vue CSV hein, ou qu'un simple sheet de Excel. Ce sont des fichiers qui ont des tables emboîtées les unes dans les autres et qui, à l'analyse et à l'étude, peut devenir extrêmement complexe. Donc là, ça va se passer en deux temps. Hein, toujours un premier temps qui est celui de la connexion, à se connecter aux fichiers distants, et le deuxième temps qui est la lecture. Donc on va principalement traiter le JSON parce que l'XML, c'est à peu près la même chose. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo sur l'XML, mais le fichier traditionnel, c'est évidemment attaquer une API à un moment, attaquer une API pour récupérer un export, et cet export bien souvent étant JSON. Donc soit vous avez téléchargé en local votre fichier JSON et vous vous connectez à ce fichier local, c'est pas ce qui va nous intéresser ici, soit vous vous connectez à un serveur distant et vous lui demandez de vous envoyer du JSON. En l'occurrence ici c'est le portail Isidore qui est un portail de recherche scientifique sur les références scientifiques francophones et je lui ai demandé de me chercher tous les articles que j'ai écrits et de me les exporter en JSON. Donc on va aller voir ça, on va se connecter à cette URL. Si le fichier était compressé, ça arrive que les JSON soient trop énormes et qu'on les compresse. Alors il faudra utiliser une autre fonction, hein, fonction de connexion à un fichier compressé GZ par exemple, pour qu'on puisse décompresser à la volée le fichier et le récupérer en JSON. Ça arrive parfois. Ensuite, une fois qu'on est connecté, il suffit tout simplement de lire le JSON. Hein. La fonction de base, c'est celle-là. Donc, mon JSON, et je lis mon JSON. Hop, il se connecte, il récupère les données, et vous voyez qu'ici, on n'a pas une simple base de données, mais on a une large liste. Une liste, ça veut dire des contenants, de contenants, de contenants, de contenants. Et évidemment, si vous n'avez pas lu le cahier des charges, la nomenclature que le serveur vous a mis à disposition, eh ben, il va falloir fouiller très très longuement dans ces données pour pouvoir vous reconstituer. Parce que vous voyez, il y a des data frames, il y a des listes de listes, de listes, il y a parfois des variables directes. Et comprendre ça, ça met un certain temps. Donc on n'attaque pas évidemment une API comme ça, à la fleur au fusil. Il y a toute une étude préalable de l'API pour comprendre où sont les informations que l'on cherche. Si l'API était beaucoup trop grosse, si la lecture s'avérait beaucoup trop longue, on peut lire progressivement un fichier par nombre d'identifiants, nombre d'unités d'information. Et ça, c'est la méthode de stream. Ça veut dire que le fichier, vous allez aller le chercher au fur et à mesure. Et à chaque fois que vous allez récupérer une partie de ce fichier, vous allez immédiatement le lire, le mettre en mémoire et recevoir l'autre partie. Et ça permet en effet de ne pas attendre que le fichier ait été téléchargé entièrement, parce que certains fichiers sont tellement lourds que si vous attendez qu'ils soient chargés entièrement, et bien il va saturer votre mémoire et votre ordinateur peut à un moment être totalement saturé et pas réussir à travailler. Donc quand vous avez des ordinateurs avec des mémoires limitées ou que le fichier est vraiment trop immense, eh bien, il faut le lire au fur et à mesure et vider la mémoire au fur et à mesure et le stocker dans un fichier. Ce qui n'empêche que votre fichier risque lui-même, le fichier qui reçoit les données, lui, risque lui-même de saturer votre mémoire. Donc il y a un moment, il y a une limite à la machine et il faut être en mesure d'être raisonnable dans l'extraction de ces données ou d'avoir les moyens de cette extraction de données. Là, j'ai donné un exemple, par exemple, ici, avec l'API Google. Hein, mais l'API Google me demande un identifiant. Alors, pas la peine d'essayer de réutiliser cet identifiant parce que je l'ai déjà supprimé. Hein. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que cet identifiant n'existe pas. C'est une clé API que Google me donne de mon Google Console.
Et donc, je lui ai demandé de m'envoyer les 40 livres, 40 premiers livres qu'il a dans sa base sur Pierre Bourdieu. Vous voyez ici la requête sur Pierre Bourdieu. J'ai mis ma clé ici, identifiant, et il y a un paramètre de max result. Encore une fois, toutes les API ont leur propre nature. Je ne suis pas là pour vous expliquer l'identité de chaque API, juste pour vous expliquer qu'une fois que vous aurez compris comment appeler l'API, eh bien, il suffit juste de se connecter avec la fonction URL et de lire, tout simplement. Alors là, j'ai rajouté ici une fonction qui dit « Essaye de simplifier les hiérarchies de listes. » Si tu peux le faire, essaye de simplifier les hiérarchies de listes. Et là, c'est toujours intéressant de savoir ce que va réussir à faire dans le JSON. Donc, il essaye, il va chercher les bouquins, je regarde les bouquins, et c'était encore une liste. Il a essayé de simplifier, mais vous voyez, c'est assez complexe. Donc, vous allez voir qu'après avoir travaillé un petit peu, j'ai découvert un peu la structure élémentaire. J'ai découvert que dans Book, il y avait un objet item qui lui-même avait un objet volume info, qui était un data frame. Et j'ai été chercher les différentes variables. Il a fallu que je bosse un peu là-dessus. Et ça m'a permis d'avoir un data frame un peu plus simple. Ici, vous voyez que j'ai récupéré les bouquins de Bourdieu avec les sous-titres, les auteurs, etc., etc. en quelques secondes. Évidemment, si je fais une boucle, je peux récupérer la bibliographie de Bourdieu telle qu'elle est mémorisée dans les Google Books, ça veut dire assez complète quand même. Et j'aurai au bout d'un moment une bibliographie instantanée à partir d'une requête. Cette fonction, évidemment, elle peut être paramétrée et j'aurai plus qu'à rentrer les mots-clés et ça déclenchera. Ça, c'est typiquement une fonction qui peut me générer une bibliographie automatique à partir de Google Books. Donc vous voyez, en 4-5 malheureuses lignes de code, on peut générer une bibliographie à partir du Google Book. Voilà, ça c'est la puissance du JSON. C'est extrêmement rapide, hein. Je me connecte, je lis, je paramètre, et voilà. Et j'accède à des données et je me constitue progressivement mes sources de données. Voilà. Là, on va passer à une autre source de données, celle que je maîtrise ou celle qu'on a partagée avec moi et qui est très très utilisée dans les startups, dans les universités, dans les écoles. C'est le spreadsheet. Hein, on ouvre souvent un spreadsheet collaboratif et avec ce spreadsheet collaboratif, après avoir beaucoup travaillé dessus, ben, moi, le data analyst, je vais récupérer le spreadsheet. Simplement, hein, Google a mis à disposition l'ensemble des librairies, des API nécessaires pour accéder à Google Spreadsheet. Donc là, on va aller voir dans mon Drive, par exemple. Hein, je sais pas, là, je vais vraiment, à titre d'exercice, créer un spreadsheet au hasard, qu'on va appeler, il faut le nommer quand même pour pouvoir y accéder facilement, qu'on va appeler exercice RStudio. Alors, on va démarrer avec un spreadsheet vraiment totalement vide. Et donc, si je demande à chercher tous mes spreadsheets, normalement, je devrais le trouver. Exercice RStudio, il est ici. Il est ici. Non, ça, c'est un autre. Et donc, si je l'ouvre, il est totalement vide. Alors, on va aller ici. Donc, on va aller chercher la librairie Google Sheet 4. On va se connecter. Donc, normalement, si vous n'êtes pas déjà connecté à Gmail, vous allez voir votre navigateur s'ouvrir et vous demander une connexion. Moi, c'est déjà fait, donc je suis connecté. Et je vais chercher avec la fonction gs4find, je vais chercher les spreadsheets qui correspondent à exercice. Donc on va essayer de trouver les spreadsheets et le résultat, je vais le mettre en data frame parce que des fois il le met en liste, etc. Pour que ce soit plus simple à manipuler, je vais le mettre en data frame. Donc je vais lui dire, cherche-moi des spreadsheets qui s'appellent exercice et convertis-moi ça en un data frame et mets-le dans la mémoire, mes spreadsheets. Donc si je fais ça, pardon, vous voyez, il se connecte, il cherche. Évidemment, j'ai 100 gigas de données, donc c'est un peu long. Il a trouvé des items, il fouille dedans. Voilà. Et il finit par me dire que mes spreadsheets, il a trouvé 2
chose qui s'appelle exercice, le fameux exercice que je viens de créer, et un autre qui date de 2017. Donc, et là, le plus important, ça va être ça, évidemment, ça va être cette idée, qui est l'identifiant unique de mon spreadsheet qui va me permettre de pouvoir le manipuler à distance. Donc, en l'occurrence ici, il est ici. Je vais aller chercher dans mon spreadsheet l'idée numéro 1 et je vais le récupérer comme un data frame et on va obtenir la structure du spreadsheet. Là, à ce stade-là, on n'obtient pas encore les données, on obtient toutes les informations parallèles de ce spreadsheet. Donc, mon spreadsheet ici, et vous voyez qu'on va avoir toute une série d'informations. Regardez, son URL exact, son ID, son nom, le time zone, le nombre de sheets qu'il y a dedans. Là, il y en a une seule. S'il y en avait eu plusieurs, on aurait eu plusieurs lignes ici, toute une série d'informations qui pourraient vous être utiles plus tard. Et donc, on va garder ça en mémoire dans mon spreadsheet. Je pourrais couper la connexion à ce moment-là. On va la laisser ouverte pour l'instant, mais il ne faudra pas oublier de la couper à la fin. Et donc, je vais récupérer dans mon spreadsheet à la fois l'idée du spreadsheet. Voilà, c'est fait. Et à la fois son nom. Le nom du premier sheet, pardon. À la fois, parce que le spreadsheet, c'est un workbook, hein, c'est l'ensemble des sheets, et je peux vouloir travailler sur un sheet particulier. Ici, je récupère le nom du premier. Donc ici, on voit bien que j'ai un identifiant ici, dans IDSprit, et j'ai son nom ici qui s'appelle feuille 1, ce qui n'est pas très original. Et donc une fois que j'ai ça en mémoire, eh ben, je peux aller chercher à lire mon spreadsheet. Donc encore une fois, je ne vais pas m'attarder trop sur les paramètres, ils sont assez clairs, hein. On peut donner des noms variables, on peut récupérer les noms des variables, mais on va faire très très simple. Je vais récupérer dans un spreadsheet particulier, un sheet particulier, et je vais le lire dans la fonction readsheet. Et normalement, je devrais avoir un data sheet totalement vide, puisqu'il n'y a absolument rien dans mon spreadsheet. Donc, comme il n'y a rien, bah, ça ne sert pas à grand chose. Ici, je pourrais avoir une version très allégée de lecture, parce qu'il y a des spreadsheets qui peuvent avoir 200, 300 000 lignes, ça peut être très long. Et donc, comme tout à l'heure, on a vu avec le JSON, ça, c'est une méthode ultra légère de lecture qui permet de récupérer très très vite les données d'un spreadsheet en supprimant toutes les métadonnées. Et donc, ça permet de travailler très vite avec un spreadsheet extrêmement important. Et là, ben, évidemment, comme il est vide, on va essayer de bosser un peu avec cette spreadsheet. Donc, par exemple, on pourrait ajouter dans mon spreadsheet, on pourrait ajouter un sheet que je vais appeler test et je voudrais le mettre après le spreadsheet actuel qui s'appelle feuille 1. Donc, après le spreadsheet que j'ai gardé en mémoire, je voudrais ajouter un spreadsheet test à l'intérieur de ce workbook. Donc, je fais ça, ça travaille. Donc, il me dit que dans Exercice Studio, il a rajouté un nouveau sheet. Eh bien, je vais vérifier. En effet, il y a bien un nouveau sheet ici en bas qui est apparu, qui s'appelle Test. Je peux évidemment renommer ce spreadsheet. Ou feuille 1 par exemple, là je trouve que feuille 1 c'est vraiment très très moche comme nom. Donc feuille espace 1, je trouve ça très moche, je voudrais le renommer Bourdieu. Et hop, je le renomme. Et si je viens ici, je constate quoi? Qu'en effet, Bourdieu, feuille 1 n'existe plus, il a été renommé par Bourdieu. Ensuite, je peux lui donner un certain nombre de colonnes et de lignes précises. Là, on ne va pas le faire, mais bon. Là, j'ai en mémoire book. Vous vous rappelez, hein, tout à l'heure, j'avais 40 observations, 10 variables dans book. Et là, je pourrais faire vraiment un spreadsheet qui correspond parfaitement à la donnée que je veux mettre dedans. On ne va pas s'embêter, on va faire ça. On va écrire à l'intérieur du spreadsheet Bourdieu. Donc, j'ai des variables ici, j'ai des données book que j'ai récupérées tout à l'heure. Vous vous rappelez, hein, j'ai attaqué l'API de Google et j'ai récupéré les 40 livres de Bourdieu. Je veux les mettre dans ce spreadsheet à l'intérieur du sheet qui s'appelle Bourdieu, que j'ai renommé tout à l'heure. Donc si je fais ça, voilà, voilà. Alors là encore, hein, il me dit, ah, c'est pas du tout la même chose, machin, etc. Donc si je vais voir Bourdieu,
qu'est-ce que je découvre? Qu'il m'a rempli parfaitement les 41. Et donc j'ai bien 40, parce que n'oubliez pas que le 1 c'est pour le nom des variables. J'ai bien envoyé dans un spreadsheet des données que j'avais récupérées d'un JSON. Ok. Je pourrais ajouter encore des lignes, parce que imaginons que mon sheet existe déjà, qu'il y a déjà des infos. Bah, disons, là je ne vais pas m'embêter, je vais doubler le append. Et là, c'est plus 40 livres que j'ai, mais 80. Évidemment, il y a des doublons puisque j'ai renvoyé exactement la même information. Donc vous voyez, ça c'est infini, hein. Chaque fois que je veux rajouter des données, j'utilise la fonction append. C'est assez universel, la fonction append veut dire rajouter à l'existant. Je pourrais très très bien copier ce sheet sur un autre sheet ou un autre spreadsheet. C'est la fonction sheet copy, on ne va pas le faire ici. Je pourrais très bien nettoyer, hein, nettoyer les données. Je pourrais vouloir supprimer, je ne sais pas moi, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4, à la reproduction, la liberté et propos. Regardez bien ici, là, ces trois lignes-là, je voudrais les supprimer. Donc, on va partir de A2 et on va finir à J5. Donc, c'est parti. On va nettoyer ces cellules. A2 à J5. A2 à J5. C'est J5, hein, je vérifie quand même. Oui, c'est ça, J5. Toc. On nettoie ça. Voilà, il a édité le sheet. Et qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec 4 lignes totalement vides. Il les a nettoyées. Clear. Il pourrait les remplir de quelque chose. Hein, et, A5 avec un contenu particulier. Flood, ça veut dire remplir. Hein. On a dit quoi tout à l'heure? A2, J5, le contenu. Hop, et il essaie de reformater à la volée. Hop, voilà. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre qu'on a écrit le contenu partout, ce qui n'est pas très malin. En réalité, c'est quand on veut remplacer un certain nombre de champs très précis dans des fonctions un peu plus compliquées. Mais vous voyez, on a pu y accéder. Et si je veux supprimer ces cellules, parce que c'est vraiment n'importe quoi, eh ben, je vais lui dire que de A2 à J5, on a fait n'importe quoi et il est temps de tout supprimer. Et donc, on va le faire. Up. Alors, le shift, il faut le mettre dans le up. D'accord. Parce qu'il n'a pas réussi à le détecter automatiquement. Ça arrive. Hop. Up. Donc là, ça devrait aller. Voilà. Et vous voyez que les contenus bizarres qu'on avait rajoutés tout à l'heure ont été supprimés. Et on se retrouve avec notre base de données un peu plus propre. Voilà. Et si on veut carrément supprimer à un moment le spreadsheet, parce qu'on a fait vraiment n'importe quoi, il n'y a plus de spreadsheet. Je reviens ici et Bourdieu a disparu. Voilà, c'est assez simple hein, dans l'ensemble. Si vous voulez vraiment créer un spreadsheet ex nihilo et le remplir en plus avec un sheet, hein, on pourrait refaire ici un nouveau spreadsheet et lui donner un certain nom en plus. Alors vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'options dans cette fonction de créer, hein, JS4 create. Il y a énormément d'options d'ailleurs, ils ouvrent vraiment à toute une série d'options, ils envoient vraiment vers la fonction ici du développeur, de la fonction spreadsheet create. On va faire ça simple, on va créer un spreadsheet qui s'appelle expérience.